Cette semaine, à Monte-Montée-Laurentide, on reçoit Clara, Louis et Marie-Jeanne qui viennent nous parler de leur court-métrage avec la thématique cette semaine, exploration culturelle. Bonne écoute! Bonjour à vous deux. Clara, Louis, ça va bien? Oui, toi? Ben oui, là, on va explorer la première thématique, exploration culturelle. Est-ce que ça a été difficile pour vous de trouver du matériel, du jus? Comment vous avez trouvé ça? Personnellement, ça a été quand même facile parce que j'avais déjà une idée. J'avais déjà un thème, en fait, que je voulais aborder parce que c'était une question que j'avais déjà eue en tête. OK. Fait que ça a quand même été facile. Niveau recherche, un peu plus corsé. OK. Trouver les informations, j'ai contacté plusieurs personnes pour avoir les bonnes informations parce que c'est un sujet que tu t'y connais pas, fait qu'il faut être sûr d'être bien informé. Avoir les bonnes sources. Ouais, c'est ça. Mais sinon, ça a bien été. Ça a bien été. Ouais. Ben, c'est ça, c'est que c'était un thème qui était vraiment quand même large, mais comme suffisamment restreint pour que tu saches dans quoi t'embarquer. Puis je sais pas pourquoi, sûrement parce que je sais pas, je vais essayer de m'auto-saboter. J'ai pris le sujet qui me ressemble le moins. OK. C'est un sujet vraiment sérieux. Ce documentaire-là est vraiment pas drôle. Alors que d'habitude, je suis comme le genre de personne. C'est ça de l'humour. Ouais, genre on peut rire de tout d'habitude. Ouais. Mais commençons par toi, Clara. C'est quoi le titre de ton docu? Moi, ça s'appelle Nos maisons. Nos maisons. Ouais, Nos maisons. Donc, ça va parler des maisons. OK. Donc, l'origine de nos maisons. OK. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tu avais réfléchi? Oui, c'est ça. Mais en fait, je me questionnais vraiment sur l'esthétique de nos maisons. Ouais. Je faisais une petite course, là, puis là, je regardais nos maisons, puis j'étais comme, qu'est-ce qui fait que nos maisons sont comme ça? Puis la région que j'ai eue, ça a vraiment permis de plus exploiter le patrimoine. C'est quoi ta MRC? C'est Argenteuil. Argenteuil. Donc, beaucoup de patrimoine, beaucoup d'histoire. Ouais. Donc, très anglophone aussi, dans la déco, exactement. dans la construction des maisons. Voilà, là, fait que ça transparaît justement dans la culture, dans le patrimoine. Puis quand tu disais tantôt ta recherche, tu sais, mettons, Argenteuil, c'est quand même une MRC qui est vieille, qui était anglaise à la base, qui a toujours un patrimoine anglais. Ouais. Qu'est-ce qui a été difficile à trouver comme info? C'est surtout les secteurs. Okay. Je voulais vraiment beaucoup de shots de maisons différentes puis de différents courants parce que vu que c'est une vieille MRC, il y a différents courants, différents styles. Fait que je voulais vraiment trouver les secteurs les plus parlants, mettons. Fait que c'était de la recherche, mais finalement, la journée du tournage, on est allé un peu go with the flow. Là. Fait qu'on voyait une maison, on s'arrêtait. Puis c'est ça. Puis tu as trouvé en masse de diversité dans ce que tu recherches? Oui, bien j'ai recherché justement les différents styles, puis j'étais allée selon les styles qu'il y avait, puis j'ai trouvé chaque maison qui fit avec chaque style. Puis tu as réussi à avoir beaucoup d'informations par l'entremise d'experts là-dessus ou juste de propriétaires de maison? Bien, dans le fond, j'ai eu une rencontre avec un historien. J'ai fait une entrevue avec un historien. Après, j'ai lu la documentation directement sur la MRC. Puis là, après, j'ai fait comme un texte par rapport à tout ça. Puis, fait que, ouais, par-ci, par-là. Fait que tu t'es intéressé à nos maisons, mais alors regarder ça ensemble? Vous écoutez 18.00 et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode tout spécial qui s'appelle Construire pour se souvenir. C'est un épisode qui consiste à comprendre les origines de nos patrimoines bâtis, nos maisons. Aujourd'hui, j'ai une invitée toute spéciale avec moi, une historienne. Quand on dit patrimoine bâti, est-ce qu'il y a une région au Québec qui te vient en tête?
Bien, si je vais plus spécifiquement dans les Laurentides, la région à laquelle je pense, c'est vraiment Argenteuil, parce que c'est une région qui est vraiment riche en patrimoine bâti. Une des particularités de cette région, c'est vraiment le métissage culturel que les bâtiments témoignent. Donc, par exemple, lors de la colonisation d'Argenteuil, c'était principalement des pionniers qui venaient du Sud, donc des Américains qui eux-mêmes étaient de différentes origines et de différentes factions religieuses. Donc, juste ça, on voit que c'est vraiment un mélange de culture sur un seul territoire. Wow! Fait que j'imagine qu'on peut le voir visuellement. Comment est-ce qu'on peut voir ce style de ces personnes-là ou de ces régions-là dans nos maisons? Bien, d'abord, dans Argenteuil, il y a vraiment 5 styles qu'on peut recenser principalement. Je vais te les nommer. Il y a l'architecture coloniale, l'architecture néoclassique, la maison traditionnelle québécoise, la maison en mansarde et finalement celle vernaculaire américaine. Mais ces styles sont distinguables au fur des décennies, alors que la population devient plutôt bourgeoise. Elle se modernise aussi avec l'arrivée, par exemple, du train, donc à la chute, etc. Mais ce qu'on peut clairement distinguer comme influence et qui est aussi un des aspects typiques d'Argenteuil, c'est la pierre de taille et la brique rouge. Dans nos pionniers anglo-saxons, on comptait beaucoup de maçons écossais qui sont venus travailler sur les systèmes de canalisation de la rivière des Outaouais. Donc, ils étaient spécialisés dans la pierre de taille. Donc, c'est pourquoi qu'on compte beaucoup de bâtiments en pierre de taille, surtout proches des cours d'eau, parce que le transport des matériaux est... Sinon, du côté de la brique rouge, c'est plutôt de l'influence irlandaise. Donc, on se servait de la glace pour faire les briques et ça, c'est typiquement irlandais. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulier à Argenteuil et qu'on peut vraiment distinguer. Puis, comment toutes nos maisons sont fidèles au territoire d'Argenteuil? Tout le patrimoine bâti à Argenteuil est fidèle au territoire parce que même s'ils sont issus de cultures différentes, ils sont adaptés au territoire. Que ce soit selon les enjeux territoriaux, donc le climat ou les différents types de sols qu'on retrouve à Argenteuil, comme la montagne versus les plaines, ou que ce soit selon les matériaux disponibles et aussi dépendant du transport, mais chaque style s'est retrouvé adapté aux conditions locales et s'est vu modifié aussi en fonction des goûts des différentes populations. Quelque chose de vraiment particulier aussi et qui reste très fidèle au territoire, c'est l'utilisation des pins. Il y avait énormément de pins milléniaux sur le territoire, donc la plupart des bâtiments à Argenteuil sont faits avec les pins qui viennent du territoire. Donc juste ça en soi, c'est vraiment une fierté du territoire argenteuilien. Wow, c'est vraiment fou. Maintenant, quand je vais regarder une maison... Et merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui, Clara. Nous, on se retrouve après la nouvelle chanson de l'été de Florent BL. À tout de suite. À raconter. Société indélivrée. Des loups vieux pavés et des lacs miroitants. Le bruit des érables tout devient chantant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour garder cette terre? Des paysages enchantés, de tes montagnes à tes champs de blé. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de contempler? Pas mal rien d'autre, je peux pas m'en passer. Ton héritage brille pour l'éternité. Y'a pas de mot. On
On est de retour avec un nouveau trio de jeunes cinéastes, encore avec la thématique exploration culturelle. On s'attaque au court-métrage de Clara. On va commencer avec tes impressions, Hugues. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que il y avait une réécriture qui s'est faite en cours de processus. Elle avait probablement un plan initial. Après ça, elle a fait quelque chose au montage, puis elle a probablement fait une réécriture par la suite de ce qui lui manquait. Ouais. J'ai senti qu'il y a eu un vrai travail dans ce film-là. Il y a un petit côté documentaire mélangé avec fiction qui m'a plu, il y avait une certaine naïveté dans tout ça qui était attachante. Ça en est un de ceux que j'ai montré à ma blonde. Fait que ça veut dire que ça veut dire j'ai dit regarde ça, genre, puis j'ai senti que ça venait de quelqu'un qui était pas très vieux. Puis c'était un côté positif. J'ai senti que c'était quelqu'un qui avait encore justement cette espèce de naïveté, d'approche de vie-là, cette effervescence. J'ai trouvé que le son était vraiment excellent. Il y avait une fluidité justement dans le son. J'ai trouvé ça instructif sur quelque chose qui, à la base, aurait pu être plate. J'ai vraiment pas trouvé ça plate. Fait que pour moi, c'est un film réussi. Ça a été accrocheur. Je l'ai écouté du début à la fin sans perdre d'attention. Elle simulait une émission de radio, je pense. Oui, c'est ça. Donc oui, d'entrée de jeu, il y avait un effort dans la scénarisation. On sentait qu'elle voulait nous raconter quelque chose. Hugues l'a précisé. Moi, je suis convaincue, on l'a vu au générique, elle a rencontré Robert Simard, qui est l'historien, qui connaît bien la MRC d'Argenteuil. Donc, elle a vraiment trouvé un bon intervenant. Donc, bravo pour l'intervenant, mais il n'a pas parlé. Elle ne l'a pas mis à l'écran, mais elle a plutôt décidé de revoir probablement l'entrevue qu'elle avait faite avec lui, j'imagine, parce que ce qu'elle donnait comme information, c'était très composé, c'était très bien dit, puis il n'y avait pas d'erreur au niveau de la présentation des faits. Puis elle présentait en peu de temps l'historique du patrimoine bâti, si on veut, de la MRC d'Argenteuil. Mais moi, j'ai adoré aussi l'histoire de ce garçon qui part à la recherche de son terrain vacant pour finalement présenter son plan de maison idéale à la fin. En tout cas, j'ai trouvé ça beau, bien composé. Puis on savait où on était, puis on comprenait ses références du pourquoi, puis comment à la fin il arrive avec son image devant son paysage. J'ai trouvé ça très bien. Tant mieux. Très bien monté, très bon son aussi. Sophie? Bien, je trouve que c'est tout un défi de faire un film sur l'architecture parce que l'architecture, c'est monumental, ce sont des objets, des parois. Souvent, on ne les voit pas nécessairement. Donc, le choix, en partant, je veux dire, tu peux te casser la gueule. Un beau défi quand même. Oui. Ensuite, oui, la façon classique, je crois que ça aurait été de faire une entrevue avec l'historien, puis de la voir, puis de montrer les bâtiments. Puis quand, donc, il parle de réécriture, c'est vraiment ça. Donc, elle a pris son sujet, puis elle l'a poussé. Elle l'a scénarisé au quart de tour. Tu sais, OK, je vais faire un show radio, puis j'en ai appris, là, tu sais, l'architecture coloniale, l'architecture néoclassique. Oui, exact. Ben, j'ai fait des cours en architecture, mais j'étais là, c'est quand même osé de mettre ça, tu sais, tu peux perdre ton monde. Et dans la scénarisation, c'est vrai, moi, je me posais la question, c'est qui ce gars-là, tu sais? Donc, à la fin, puis ça c'est bon. Si tu es capable d'avoir un punch à la fin, ton public risque de s'en souvenir. Et donc, c'est le gars qui fait le tour de la ville, qui veut se coller au patrimoine qui est là pour se construire. J'ai fait quand même, c'est un bon flash. Fait que oui, moi ça, ce côté-là, entre le documentaire et la fiction, il y a une grande réflexion que je trouve qui est réussie au final. Un beau pari quand même qu'elle a pris. Elle allait chercher des photos d'archives, elle a bien documenté ça. Puis la présence des photos parlait d'elle-même aussi. Ça apportait beaucoup. On comprenait son propos. Une bonne préparation quand même pour avoir fait le tour de tout ce propos-là. Et bravo, Clara. Merci. Louis, tu m'avais l'air un petit peu plus enjoué à parler de ce court-métrage-là, un petit peu plus créatif. Oui, c'est sur une danseuse cubaine qui a immigré à cause de la dictature à Cuba. OK. Puis elle était au Festival des Arts de Saint-Sauveur à danser avec sa troupe.
Puis avant, elle habitait à Val-David. Ça, c'est Rythme, là, le festival Rythme, là, sur le parvis de l'église puis dans les rues de Saint-Sauveur. Non, c'est une autre affaire. Là, je vous avoue que le nom de la représentation, j'ai un peu oublié, mais c'est un festival des arts de Saint-Sauveur. C'était dans la forêt, c'était dans un parc. C'était vraiment beau. Puis c'est vraiment comme très sérieux, très différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Fait que là, j'avoue que j'ai eu un peu de la misère à savoir comment approcher ça. Mais Mariem, la danseuse, était vraiment comme intéressée par le projet. Elle voulait vraiment partager l'histoire. Fait qu'elle nous a un peu guidés. Elle avait déjà fait une interview pour le Journal du Nord, je ne sais plus exactement quel journal. Parce qu'elle avait déjà fait des trucs comme ça. Fait qu'elle nous a vraiment comme un peu guidés. Elle a dit « Ah, je peux parler de tel truc. » Fait qu'elle était prête à raconter son histoire. Oui, elle était prête. Elle savait qu'est-ce qu'elle voulait dire, etc. Fait que ça a duré une bonne heure et demie d'interview. Puis là, il fallait condenser en 6 minutes. Fait que là, ça, je dirais que c'est la partie qui était le plus compliquée, c'était comme de savoir quoi prendre. Mais vu qu'on avait 2 angles de caméra, c'était quand même beau, c'était facile de raccorder qu'est-ce qui nous arrangeait. Puis c'était vraiment... c'est le seul qui m'a vraiment comme touché. Genre, je le montais, puis j'avais un peu peur. J'étais comme, j'espère que les gens vont bien, ils vont être réceptifs, parce que c'est quand même, elle s'ouvre vraiment, elle donne des informations. Y a-t-il une pression pour un jeune réalisateur de monter quelque chose avec d'aussi témoignages aussi forts de qu'est-ce que je mets pas, tu sais? Oui, vraiment. Surtout, comme je dis, d'habitude, je fais de l'humour, fait que là, j'étais vraiment pas dans ma zone de confort. J'avais pas beaucoup confiance en moi quand je faisais le montage. Puis je me suis beaucoup référé à elle, j'ai envoyé comme des pré-versions. J'ai dit, est-ce que ça va? Mais vraiment, elle a dit oui à toutes mes versions. Elle était vraiment dans la Fait que là, quand même, après tout ça, la décision te revenait à toi. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, j'ai réussi à faire quelque chose que je suis quand même fier. C'est vraiment mon préféré dans les 3. Parce que justement, ça me ressemble rien, c'est ton préféré. Pas de joke pendant tout. Même pas ça a été un peu maladroit de faire des jokes là-dedans. Puis, exactement, ça se prêtait pas. Fait que c'est aussi, il n'y a pas de voix off. J'aurais pu en mettre, mais j'ai préféré mettre juste des textes. Je voulais parce que ça implique plus, les gens sont obligés de lire. Je me suis dit, je préfère faire ça. C'est vraiment très Talking Head, c'est vraiment peut-être le moins beau, c'est le moins inspiré, je dirais. Mais c'est le plus solide en contenu. En contenu, oui, vraiment. Puis c'est pour ça que j'osais pas trop. Elle était gentille, là, dans ça, elle nous a partagé des vidéos qu'elle avait faites, puis j'ai aussi pu aller la filmer au Festival des Arts. Fait que j'ai pu mettre beaucoup d'éléments comme pour un peu donner un peu de jus. Oui, donner de la viande là autour. Là. Mais c'était vraiment comme... C'est vraiment le plus, on va dire, le plus... Sans dire dark, mais le plus simple. Le plus comme... Rappelle-moi le titre. Ça s'appelle Liberdad. Liberdad, allez voir ça. My name is Mariem Valdez. I'm from Cuba, from Havana, Cuba. I'm a professional dancer my whole life. With my beautiful son and my husband, we decided to immigrate because it was a hard time in Cuba after COVID. We want to get a place that is calm, that is safe, and in Cuba we have not that safe anymore. We have no freedom. For political reasons, we cannot work in what we do. So we need to have to take a decision for the wellness of our family, and we want to go to a safe place. So Canada was our goal because of this. My husband was here before I came, and he said this is the paradise for our kid to rise. It was a lot of complications because visas and these kind of things for Cubans are not simple things. So right now we live in San Jerome because we try to open a place for dancing, for art, to share our art, to share where we are in this world for.
unfortunately it didn't work for papers reasons. So arts in Cuba is considered a career. So it's what you do, it's what you do for life. I think in Canada, I think that it's not the same here in Canada. So maybe arts are not like the best way to have your, I don't know, to the money for the living. Of course, my passion is dancing. My passion is creation, and I cannot imagine a world without art. So it's very sad that sometimes politic things, there are not like enough subventions to do arts to encourage people to go for it. And when I was in Cuba, imagine I was in a school, in the National Ballet School. It's one of the most renowned schools from everywhere. I have received classes from Mikhail Baryshnikov, that was one of the best male dancers in the whole world, no, in the whole world, in the whole history of ballet. And I have received classes from him. And when suddenly you arrive in Canada and you said, I'm a dancer, I'm a professional dancer, and people said, and what else? It's like, you cannot live from being a professional dancer. And I'm like, why? Why not? I've traveled the whole world being a professional dancer. I've danced into the Sydney Opera being a professional dancer. So it's my dream. At the same time, I can live for that. That's what when I was in Cuba. Here you need to do everything else. Immigrants, we are here having doing our best. I speak for those that we work every day, no matter what, to go for it, go for your family. So maybe I was dancing, yes, into Sydney Opera, and now I need to work everywhere, no matter what it is, because I'm here for a reason, and my reason is my son, and to be raised in a place that I'm sure he will be the freedom of choice. He can choose what he wants to do. Not having that in your place of where you live, where you were born, is hard. And of course, it's a beautiful country. I'm so grateful of Canada. I'm so grateful, so grateful that you give my son a dream. He can, I'm getting emotional. You can not imagine for the mother what it means that he can dream of being an astronaut. I don't know, maybe not, whatever, but he can dream of it. So thank you, Canada, for that. Deuxième court-métrage, toujours dans la thématique exploration culturelle, la proposition de Louis. C'est quoi tes impressions là-dessus? Tout d'abord, c'est un film, l'aspect culturel est évident. C'est une danseuse qui est en entrevue. Ensuite, le deuxième sujet qui est comme, c'est l'immigration. Fait qu'il y a comme, il y a plus qu'un sujet. Pour la partie culturelle, cette danseuse-là, on la voit au début avec une espèce de surimpression. Elle danse, je pense en 2009, avec des images de Cuba qui sont surimposées. Donc, tu as la métaphore visuelle de son histoire. J'aurais aimé voir encore plus de danse. On est dans la culture, là. Il y a quelques moments, on est beaucoup en entrevue. C'est une super belle fille. Elle s'exprime bien en anglais, il faut le dire, avec un accent. Fait que il y a des petites couches de difficulté parce que tout le long, on est en train de lire. Alors peut-être, des fois, quand tu as de la surimpression comme ça, des super, tu t'en mets pas trop dans le montage parce qu'il faut que tu suives. Donc, intellectuellement, il faut que tu suives, faut que tu es en train de lire tout le long.
Par contre, tu peux pas... il a fait ce choix-là de cette fille-là qui a quand même une histoire particulière. Tu sais, je me suis dit, OK, dans les Laurentides, il y a de l'immigration. Ouais. Je veux dire, on n'a pas vu beaucoup là, dans la sélection qui est faite ou les propositions qui sont faites. Fait que je te dirais, au niveau culturel, j'aurais aimé s'en voir plus. Je sens la passionnée. Je sens aussi, entre chez elle, Cuba, où est-ce que c'est un métier, puis ici, il faut grappiller. Comme elle parle d'argent, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais. OK? Peut-être qu'il y a une question de droit. Elle parle beaucoup de son fils. J'aurais aimé ça le voir. Okay. Il y a comme... Fait qu'on est beaucoup dans le témoignage, puis il y a un côté ancré, plus documentaire de voir sa vie qui était manquant. Ouais. Mais c'est une belle histoire. Marc-Josée, qu'est-ce que tu peux rajouter là-dessus? Bien, j'ai aimé qu'on voit aussi des extraits de ses prestations qu'elle a fait au Festival des Arts de Saint-Sauveur. Oui. Donc, c'était inscrit, donc on pouvait le savoir. Quand tu es de la région, tu le reconnais, tu sais, c'est la signature du Festival des Arts de Saint-Sauveur. Je suis même en mesure de dire que c'était une partie spéciale de ce festival-là où il y avait les tournages en nature. Okay. Donc, probablement qu'elle a eu la chance d'être 2 fois sélectionnée parce qu'on l'a vu dans 2 environnements différents. Donc ça, je trouvais ça intéressant de la mettre en nature chez nous puis d'associer ça au Festival des Arts de Saint-Sauveur, bien que, justement, on parlait de la MRC des Pays d'en haut. Donc, on a pu la situer. J'ai aimé l'idée de l'immigration, bien sûr. J'ai bien entendu son histoire, mais j'aurais souhaité qu'elle soit un peu plus associée à qu'elle... Encore une fois, j'aime savoir où sont mes gens puis d'où ils sont. On comprend qu'elle est dans les Laurentides, qu'elle l'a choisi. Pourquoi? Mais on comprend qu'elle est pleine d'amour pour sa terre d'accueil. Elle dit même « Merci Canada », merci... tu sais, elle est heureuse de son choix, bien que... c'est ça, on a plus découvert la personne que... son environnement, mais c'est pas mauvais, J'adore quand même qu'on peut pas te cacher où qu'on était, dans quel festival et dans quel lieu, j'adore ça. J'adore détective des lieux, j'adore ça, c'est très fort. Et Hugues, c'est ça, un peu dans le même ordre d'idée, moi aussi j'aurais aimé ça, voir son mari, son fils, puis comprendre son choix de déménager dans les Laurentides. Fait que ça c'est quelque chose. J'ai trouvé l'intro, la mise en bouche parfaite, j'ai trouvé que le film s'est essoufflé un peu. Techniquement, d'après moi, il y avait 2 caméras dans ce film-là, me semble, parce que son montage il était trop raccord dans les mêmes plans. Fait que ça amène quelque chose de dynamique, si on peut avoir ça. Puis qu'on veut saisir la phrase, les instants, avoir 2 caméras, ça nous permet de dynamiser le montage. Puis de garder les meilleures répliques, comme une qui m'a marqué quand elle expliquait qu'est-ce que tu fais comme métier, puis elle avait dit I'm a pro dancer, puis on lui a répondu and what else, genre comment tu payes tes comptes, je veux pas savoir tes hobbies dans le fond là. Fait que je comprends. C'est intéressant d'avoir 2 caméras pour entre autres une réplique comme ça où on peut immédiatement couper au gros plan quand l'émotion embarque, comme dans une fiction. Fait qu'on peut comme puncher notre émotion avec 2 échelles de plan. Ça, c'est quelque chose qui est bien fait. Pour moi, c'est un film réussi. La première moitié, spécialement. Tantôt, on parlait d'être plusieurs, comme de ne pas le faire seul. Ça doit se ressentir. Comme tu disais, à 2 caméras, j'imagine que c'est toujours mieux fait, puis de l'aide. Oui. Puis aussi, c'est un des films où est-ce qu'il y en a eu quelques-uns, mais il y a un moment réel d'émotion. Il y en a eu quelques-uns dans les autres films, mais c'était quand même bien amené. C'est à la fin, fait que ça veut dire qu'elle se sentait bien avec lui. C'est ça. Puis c'est quand même bulle qu'ils ont réussi à créer, contrairement à l'autre tantôt dont tu disais, pas senti qu'il y avait une communication entre le couple interrogé puis la... Mais il faut dire que c'est une danseuse qui est habituée de parler avec son corps, donc elle doit être au quotidien plus émotive que la plupart. Que le couple qu'on a vu tout à l'heure. C'est intéressant. Intéressant, merci beaucoup. Marc-Jeanne, salut. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Parlons court-métrage. Le premier, avec la thématique exploration culturelle. Quel MRC avais-tu pigé? Moi, j'avais pigé la MRC d'Antoine Labelle. Et le titre, c'est quoi? Le titre, c'était « Sans pression ». Sans pression? Avec les grandes gamines. OK, les grandes gamines. Avant qu'on tombe dans le vif du court-métrage, ça a été comment explorer la MRC d'Antoine Labelle pour trouver de quoi tu voulais parler? Bien, moi, j'ai principalement cherché sur Internet, comme j'étais comme
le déplacement était assez compliqué. Ouais, quand même. Puis j'ai cherché dans les journaux, Ouais. puis sur Facebook. C'était comme mes 2 premières sources pour trouver mon sujet. Puis c'est dans un journal, je me rappelle plus le titre du journal, mais c'est dans un journal que j'ai trouvé le groupe de musique Les Grandes Gamines. OK. Puis ce que j'aimais avec Les Grandes Gamines, en lisant comme l'article du journal, c'était que c'était un groupe 100% féminin, ils faisaient ça pour le plaisir, que la musique c'était thérapeutique, puis qu'ils faisaient vraiment ça que pour le fun. Puis moi, avec ce documentaire-là, ben, je voulais comme montrer un côté culturel de la MRC d'Antoine Labelle, mais avec un côté sans pression, que on fait de la musique pour le fun, on fait des shows dans la MRC. Puis c'est ça. Puis tu sais, Les Grandes Gamines, c'est comme... C'est des adultes qui se prennent pas au sérieux, qui sont vraiment comme légères. Puis c'était un tournage 100% agréable. Tu sais, j'arrive là-bas, ils m'offrent des bières. Ah, ça va, tiens, on va faire ça. Puis ouais, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, admettons, clairement que aussi tu voulais mettre en lumière un groupe de femmes comme ça qui partagent leur passion de la musique, et, clairement sans prétention, sans bûcher dans un sens pour essayer mais quand même, toi, admettons, de les mettre en lumière, il y a de quoi de beau, mais clairement que aussi, y a-tu un message que tu voulais passer là-dedans, tu sais, un groupe 100% féminin qui joue à l'intérieur de leur circonscription, y a de quoi de beau? Oui, bien, ce que j'aimais beaucoup, en fait, c'est que ça soit un groupe 100% féminin, parce que la musique... Je me suis sentie comme un peu interpellée là-dedans parce que moi, étant une personne qui travaille dans un milieu principalement d'hommes, ben, j'aimais ce côté-là que ça soit 100% des femmes qui essayent d'exceller aussi dans un milieu d'hommes. Puis c'était comme beau à voir. Puis c'est pour ça que je trouve que pendant le tournage, il y avait vraiment une belle complicité entre nous autres. Parce qu'on avait comme ce petit lien d'attachement entre nous autres là, qui nous reliait. Puis c'est ça, là, tu sais... T'as-tu senti qu'il y avait moins de filtres à cause que t'étais... Là, il y avait vraiment pas de filtre. C'est pour vrai, Les Grandes Gamines, c'est comme mon coup de cœur. Dans les rencontres que j'ai faites, il était exceptionnel. Allons voir ça, Sans pression, de Marie-Jeanne, qui met en valeur Les Grandes Gamines. Allons voir ça. Fait qu'on se demandait si vous vous étiez déjà demandé ce que ça fait d'être mangé par une plante carnivore. Déception. Fait que nous autres, oui, fait qu'on a décidé de créer Madame Carnivore. Fait qu'on est un petit maringouin qui s'en va se promener, visiter une plante carnivore. 1, 2, 3, 4. Je m'appelle Chanie Thibault-Giroux, je suis native de Mont-Laurier, donc j'ai 33 ans. Moi, c'est Marie-Lou Simard, je viens de Saint-Donat. Ça fait 12 ans que je vis à Mont-Laurier, dans les Hautes-Laurentides. Moi, c'est Kim Rochon-Perrier. Dans le fond, je viens de l'Abitibi-Témiscamingue. Je demeure maintenant à Mont-Laurier et les alentours depuis bientôt 20 ans. Chanie nous a interpellés pour un spectacle pour les femmes, puis ça nous a intéressés. Mais on se connaissait pas les trois avant. Exact. Dans le fond, la première fois que j'ai rencontré Chanie, elle a fait ma poutine chez Casse-Croûte-Lépine. Puis après ça, je l'ai rencontrée au chapeau, puis on savait en se regardant qu'on serait des amis. Hein? En tout cas, moi, t'es mon ami. Je sais pas pour toi. Moi, t'es une collègue musicale. Ah, OK. Ouais, ça commence à être malaisant, notre conversation. Puis on s'est réunis pour faire des covers entièrement féminins, comme Merlot elle disait. Puis en plus de ça, ce qui a été le fun, c'est qu'on s'est surpris à les apprendre ultra rapidement, puis ça a fité. Ouais, puis aussi de switcher d'instruments, genre, il y a personne qui joue du drum. Je vais jouer du drum. De même, pour le fun. Ça sonnerait bien une mandoline. On va jouer de la mandoline. Ouais, tu peux faire le piano et la basse en même temps. Ben oui. Pourquoi pas? Ouais, on s'est mis à mixer plein d'instruments, plein de passions communes, puis ça a donné graduellement Les Grandes Gamines. Grande gamine, ça vient du fait que c'est pas au niveau visuel qu'on est grande, mais dans le sens qu'on est des adultes, mais qu'on continue toujours d'être des enfants, on s'amuse, on est très candide, puis on continue de s'amuser comme des gamines. On a parti un band pas pour se prendre au sérieux. Oh non! Faire carrière, c'est vraiment pour le fun. Alors, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter Les Grandes Gamines. Toi, Kim, pourquoi t'aimes ça faire de la musique?
Moi, j'aime ça pour fausser. Je trouve ça vraiment beau quand ça fausse. Non, en fait, je jouais plus de musique comme, tu sais, j'en ai joué longtemps avant, mais c'est vraiment avec vous que j'ai recommencé à jouer de la musique. Puis j'ai recommencé à jouer pour, je pense, me thérapiser face à tout ce qui se passait à ce moment-là dans ma vie. Puis vous avez été une super belle thérapie qui continue, dans le fond, d'être évolutive. Et ça me permet aussi de me sentir hors de ma zone de confort puis d'évoluer vraiment d'une belle façon. J'ai étudié en musique toute ma vie, puis je suis allée au cégep en musique, puis j'ai comme mis ça sur pause. Dans le fond, t'avais comme plus de plaisir en sortant de l'école de jouer de la musique? Ah, zéro, genre. C'est ça que je parlais avec d'autres mondes qui ont étudié en musique. Parfois, c'est comme si ça tue la créativité. Ouais. Étudier en musique, c'est quand même beaucoup de la théorie, puis ton côté créatif, il se fait comme écrabouiller un peu, là. Ben oui, puis tu sais, en même temps, au départ, quand on a commencé ensemble, tu sais, aussitôt que, mettons exemple, t'avais ah non, là, t'étais plus sûr, t'arrêtais, puis alors que c'était de la création, puis c'était excellent. Puis de plus en plus, justement, on te voit, genre, prendre ton envol là-dessus, puis tu te laisses tellement aller. Souvent, justement, ah, c'est quoi ça? Tu fais des notes comme ça. C'est juste de Moi, j'ai commencé mon parcours musical avec mon père. Tu sais, j'avais quoi, 10 ans? Puis je jouais un petit peu partout avec lui. Donc, c'est vraiment mon père qui me montrait tout ce qu'on pouvait faire en musique sans théorie. Parce que contrairement à Marie-Lou, mon père, c'était un autodidacte, mais tout qu'un autodidacte. Donc, c'est parti de là. Après ça, au secondaire, j'ai jamais arrêté. En fait, je pense que j'ai jamais arrêté de faire de la musique, là. Je pense que c'est mon exutoire par excellence, là. C'est là que je mets vraiment mon cerveau à off, puis je fais juste me focusser sur la musique. Pour moi, la musique, c'est comme aussi une façon de partager un repas, puis tu sais, on le partage avec plein de gens, puis à toutes les fois, même si on fait les mêmes choses, la même recette, ça va goûter différemment, puis c'est un partage aussi qu'on peut comme intégrer avec différentes personnes, puis même ce qui est le fun depuis qu'on joue ensemble, on a eu la chance de voir des enfants nous exprimer qu'ils aimeraient ça, jouer de la musique aussi. Fait que, tu sais, ça a un impact significatif, je trouve. Les projets futurs des grandes gamines. C'est jouer ailleurs que dans les Hautes-Laurentides. Exact. Devenir international. Ouais, international. Au Québec. Provincial. La tournée au Japon aussi, que je vous ai parlé. Au Japon qui s'en Faire vient. une tournée de japonaise. On a quelques salles en tête qu'on aimerait aller jouer. Ouais. Oui. Sinon, c'est vraiment d'enregistrer, genre, peut-être un EP, 3-4 films. Exact. Qu'on puisse les fausser dans notre voiture. Les gens puissent écouter notre musique. Exact. L'enregistrer sur une cassette pour la 4 rembobiner avec un crayon. Ouais. Trop de champignons, fait que là, il faut faire de quoi avec beaucoup de Tu t'obliges à manger non, des mais champignons. c'est bon de même. OK, genre, mais cru. Une poêlée de champignons de même, on the side, je trouve ça sec un peu, genre plat. Ah, ben là, ça, je suis d'accord. Ben, la majorité des gens, c'est ça. Mais pour vrai, les filles, on a plein de champignons à les ramasser. Oui. On fait ça là? Ben là, on est en train de... faire ça? Non, pas là. Là, on prend l'entrevue, c'est vrai. Non, là, on va retourner. On va parler du court-métrage de Marie-Jeanne et juste avant de vous passer la parole, Marie-Jeanne travaille dans les nouvelles et elle nous a dit que ça a été difficile quand même de fermer la switch du nouvelliste pour aller dans la création. On va commencer avec toi, Marie-Josée. Okay. Qu'as-tu pensé du court-métrage de Marie-Jeanne? C'est vrai qu'elle vient de finir en art et technologie à Jonquière. Donc, puis elle est photographe caméra. Elle travaillait pour Radio-Canada. OK. Ben écoute, dès d'entrée de jeu, j'ai trouvé qu'elle avait une belle entrée en matière. On entendait la musique, on savait qu'on était pour assister à une présence de filles qui viennent te parler de leur passion, donc exploration culturelle, les grandes gamines. C'était vivant. On a pu les voir autant en pratique, autant en dialogue. On les a vus aussi à un endroit à bord de l'eau. On sentait que c'était un band de région. Ils sont assis quelque part, on ne sait pas trop où. Mais j'ai noté qu'il y avait surtout des champignons à aller cueillir probablement autour. Mais non, j'ai trouvé ça bien présenté. Elle a donné du temps à chacune des intervenantes parce qu'elle en avait 3, alors que des fois, on a peut-être reproché à certains d'avoir aucun intervenant. Moi, j'ai trouvé ça bien qu'elle prenne du temps pour ces 3 intervenantes. J'ai beaucoup aimé son générique de fin.
j'ai écrit j'allais me coucher et enfin je me suis dit quelle belle finalité. Okay. Je l'ai écouté un soir celui-là. Donc non, belle vue d'ensemble. Sophie? Oui, bien, c'est un peu dans le même sens. C'est une proposition que j'appelle sympathique. Bon, un univers de femmes que je trouve plaisant. Ouais. Je pense qu'il faut... là, je ne sais pas dans ce cas-ci, est-ce qu'elle était seule ou elle avait une équipe? Elle était seule. Elle était seule, OK. C'est pour l'avoir fait plusieurs fois et je sentais, j'avais beaucoup d'empathie en écoutant sa proposition. Tourner un trio quand tu es seul, donc 3 personnes qui témoignent, c'est excessivement difficile. Je ne pense pas qu'elle avait 3 micros sans fil accrochés sur chacune d'elles en train de mixer et faire sa caméra. Fait qu'habituellement, tu fais un choix. L'autre chose, ce qui est très difficile, c'est de tourner des groupes. Ouais. Pour une continuité dans le son, où est-ce que tu mets ton micro? Parce que c'est tout le temps une question de captation de son dans ce cas-ci. Fait que je dois lui dire qu'elle a réussi quelque chose. Après ça, si je suis dans un monde de fantasmes, j'aurais aimé entendre la musique plus longtemps, puis tout ça, mais c'est comme si je sentais... Peut-être parce que je suis documentariste, je fais ça dans la vie, je sentais le travail de captation, 1, 2, 3, et d'instruments, Puis je me suis dit sûrement qu'elle avait juste des petits moments, mais j'aurais aimé ça les entendre jouer pour un bon 20 secondes. OK, plus longtemps. Voilà. Mais le fun, j'écrivais petit film sympathique, c'était trippant. Merci. Je suis 100% d'accord avec ça. Moi aussi, je l'ai écrit que j'aurais aimé ça les voir. J'ai trouvé les filles attachantes et brillantes, les intervenantes. J'ai trouvé le titre du film Sans pression qui amenait ça à un autre niveau parce que c'est réellement des filles qui ont une passion, mais qui se mettent pas la pression de faire de leur passion leur métier ou quoi que ce soit. Fait que le côté sans pression, je l'ai aimé beaucoup. D'un point de vue esthétique, en documentaire, j'aime ça quand il y a des shots, il y a des plans qui sont magnifiques. Les 3 filles de dos avec la forêt. À la fin. Oui. Pour moi, ce plan-là, c'est un plan un plan cinématographique esthétiquement réussi, qui nous met dans le lieu, qui contextualise beaucoup de choses, leur proximité dans la... Moi, j'ai trouvé que c'est un plan magnifique. Fait que pour moi, c'est un film réussi. C'était pas... je veux dire, c'est une structure qu'on a vue plein de fois, mais c'est un bon film super clair. L'as-tu montré à ta blonde? Non, pas ça. Ça passe pas le test. C'est ça le point de repère. Mais c'est drôle, les 3, on a parlé de la finalité, ce plan-là, où est-ce que, en fait, elles sont de dos. On a la nature, on a l'intimité, la complicité, puis je pense qu'il y a un côté ad-lib, ils sont en train de se placoter, puis on est témoin de ça. Fait que c'est quand même un beau petit moment documentaire. Puis ça justifie aussi qu'on ne sait pas on est où vraiment au début. Parce que moi, un de mes commentaires en le regardant, c'était on est où? Elle ne nous a pas montré le lieu, mais en nous le révélant comme ça à la fin, tout fait du sens. Puis ça peut être aussi pertinent de le révéler à la fin que de l'installer au début. Surtout avec une belle image comme ça. Bien, merci. Bravo, Marie-Jeanne. De voir des courts-métrages comme ça, mettons, on en parlait tantôt, tu sais, que toi, tu t'es attaqué à la culture des maisons, de leur histoire, tu sais. Faut que tu te bases sur des théories que quelqu'un t'enseigne. Ça a-tu été tough de, comme, tout mettre ça ensemble, tu sais? Ça a l'air quand même niché comme sujet, mais c'est quand même quelque chose qu'on voit tous les jours et qui bâtit notre Québec. Oui, mais honnêtement, j'ai dû avoir comme 3 scripts différents pour arriver au script final. Parce qu'à chaque fois, j'étais comme, ouais, mais ça couvre pas assez bien, il faut que je rajoute plus d'informations. Il y a tellement de trucs pertinents, mais tu peux pas tout dire. Donc, c'est quand même... c'est ça, il faut que tu trouves l'information que tu veux montrer en 5 minutes. Toi, mettons, Louis qui parle, qui est dans un autre champ complètement, peut-être qu'on aurait cru que toi, tu serais allé dans la fiction en partant que non, tu as décidé, regarde, je vais dans le documentaire. D'entrevue, bang, puis on y va sur une réalité qui est super triste, en fait. Avec le moins d'artifice possible, un peu, ce qui est vraiment l'opposé de ce que je fais d'habitude. Toi, Clara, les maisons, c'est quelque chose qu'on fréquente, on habite là-dedans, mais il y a de quoi d'historique, puis d'immense, surtout dans une MRC comme Argenteuil, qui a comme cette dualité-là de population entre la culture, le patrimoine anglais, le patrimoine français, bref. Autant que ça peut être niché, autant que ça interpelle tout le monde. Comment tu as trouvé ça? Qu'est-ce qu'on doit retenir à regarder ce beau docu-là, maintenant? Bien,
Je pense que c'est vraiment à quel point notre patrimoine, c'est un métissage. Ouais. C'est vraiment un gros métissage. Puis c'est ça qui fait aussi notre patrimoine à nous. C'est comme ça que notre patrimoine a été bâti. Vraiment. Puis c'est ça. Fait que, mettons, j'ai pas pu en parler dans le documentaire, mais la maison traditionnelle québécoise, c'est un mélange du style colonial puis aussi néoclassique anglais. Okay. Fait que c'est ça qui fait notre patrimoine. Ouais, c'est vraiment un beau partage. Puis c'est de retrouver nos racines là-dedans. Là, c'est vraiment intéressant. Bien, merci à vous deux. Clara, Louis, merci beaucoup. Bien, merci à toi. Fait qu'admettons, y a-tu certaines embûches à cette réalisation-là? Tu m'as de l'air, ça a l'air d'être quand même assez easygoing, ce qui s'est passé. C'était vraiment facile. Je trouve que c'était lui qui était le plus facile à faire parce que tout s'enchaînait naturellement. Ouais. J'ai pas vraiment eu d'embûches. Tu sais, la soundtrack de mon documentaire, c'est leur musique. C'est leur musique. Les plans de coupe, tu sais, ils faisaient des chansons. Fait que j'ai pu réussir à prendre quelques plans de coupe pendant qu'ils jouaient. Puis j'avais aussi les plans de coupe pendant comme l'entrevue. Ouais. Puis comme c'était vraiment easy-going aussi l'entrevue, ben il me jasait de n'importe quoi. Les réponses, par contre, ça, c'est quelques embûches. Là, ils me répondaient, je leur posais une seule question, leur réponse durait 9 minutes, mettons. Là, tu dois concentrer ça en 4 à 6 minutes. Hein, c'est ça. Puis je pense aussi avoir un grand TDAH dans la vie. OK. Fait que j'étais... Il y avait beaucoup de stimuli. C'est ça, tu sais, à droite, à gauche, il y en avait 3 aussi intervenantes. Fait que j'avais comme de la misère à comme tout gérer ça en même temps. Mais je pense que dans les 3 documentaires que j'ai faits, c'est lui qui était vraiment le plus simple à faire. As-tu travaillé seul là-dessus? Oui. OK. Ouais, t'as tout fait seul avec les 3 gamines, c'est ça? Ouais, les 3 grandes gamines. Les 3 grandes gamines, excuse-moi. Ouais. Ben, j'aimais mieux ça parce que j'ai l'impression qu'il faut vraiment que je sois dans ma tête. Ouais. Que j'enligne bien mes idées. Voilà. Puis tout ça. Ben, merci, Marie-Jeanne. De rien. Merci d'avoir été là à Montre-moi tes Laurentides. Si vous avez manqué un épisode, ils sont en rattrapage sur le site de tvbl.ca. À la semaine prochaine.